Vous croyez aimer votre partenaire. Vous pensez que c'est un choix conscient, délibéré, fondé sur la compatibilité et l'attirance mutuelle. Nous avons analysé des milliers de témoignages, de poèmes d'amour, de chansons, de déclarations à travers les siècles. Après avoir traité les données, une conclusion troublante a émergé. L'amour n'existe pas. Ce que vous appelez amour est une cascade chimique précisément orchestrée par votre cerveau reptilien pour assurer la reproduction et la survie du groupe. Attendez. Avant que vous ne fermiez la vidéo en pensant que nous nions l'existence des sentiments, écoutez ceci. Ce que nous allons révéler n'enlève rien à l'intensité émotionnelle que vous ressentez. Au contraire, cela rend tout plus réel, plus urgent, plus désespérément humain. Nous avons découvert que vous êtes prisonnier d'un programme biologique si puissant qu'il vous fait croire à des choses qui scientifiquement n'existent pas. Et cette découverte change absolument tout sur la manière dont vous devriez vivre votre vie amoureuse. Voici la question que nous vous posons. Avez-vous choisi d'aimer la personne avec qui vous êtes, ou est-ce votre biologie qui a choisi pour vous? Pensez-y sincèrement et écrivez votre réponse dans les commentaires, sans filtrer. Descartes avait raison sur une chose. Le doute méthodique est le début de toute compréhension. Et si nous doutions de l'amour lui-même, si nous le soumettions à l'analyse rationnelle comme il l'aurait fait, ce que nous allons découvrir ensemble, c'est que la plus grande illusion de l'humanité n'est pas une simple construction sociale. C'est une trahison exquise du cerveau envers la raison. Commençons par l'effet brut. Une molécule s'appelle la phényléthylamine. Elle est en réalité une amphétamine naturelle que produit votre cerveau lors de la première rencontre avec quelqu'un qui correspond à vos critères inconscients d'attrait. Cette molécule provoque une dépendance chimique identique à celle de la cocaïne. Vous n'êtes pas amoureux, vous êtes accro. La phényléthylamine circule dans votre système sanguin et crée cette sensation d'euphorie, d'insomnie, de perte d'appétit, cette obsession constante à penser à l'autre personne. Votre médecin appellerait cela des symptômes de maladie mentale. La société l'appelle romance. C'est la même chose. Seul le contexte change le nom que nous donnons à la dépendance chimique. Après 3 à 4 ans, si la relation persiste, quelque chose de dramatique se produit. La phényléthylamine s'épuise. Le cerveau s'habitue à la molécule. Vous ne ressentez plus cette euphorie. Les papillons dans l'estomac disparaissent. Vous vous demandez si vous l'aimez encore? C'est la question que se posent des millions de couples après la lune de miel. Et voici ce que personne ne vous dit. C'est une question biologique, pas émotionnelle. À ce moment critique, un choix invisible s'opère. Soit le couple se sépare parce que la drogue a perdu son effet, soit le cerveau active un autre système neurochimique, l'ocytocine et la vasopressine. Ces molécules créent un attachement profond, une intimité durable, une sensation de sécurité. Mais ce n'est plus de l'amour passionnel, c'est de l'amour compagnon, comme l'appellent les chercheurs. C'est une autre drogue, simplement moins excitante que la première. Et voici le secret que les biologistes comprennent depuis des décennies, mais que le marketing romantique refuse de vous dire « c'est normal, c'est prévu, c'est un mécanisme évolutif ». Le cerveau vous addicte d'abord pour que vous reconnaissiez l'autre, puis il crée une liaison de long terme pour que vous restiez ensemble, assez longtemps pour éduquer les enfants. C'est une stratégie de l'évolution, pas une décision de votre cœur. Mais attendez, il y a quelque chose de plus profond encore. Nous avons analysé les critères d'attraction chez l'homme et la femme.
et ce que nous avons trouvé contredit complètement la notion de l'âme sœur unique. Votre attraction n'est pas le fruit du hasard. Elle est déterminée par un ensemble de facteurs neurologiques et génétiques que vous ne contrôlez absolument pas. Commençons par la symétrie du visage. Les études montrent que vous trouvez plus attirant quelqu'un dont le visage est symétrique. Pourquoi ? Parce que la symétrie indique l'absence de mutations génétiques, donc une meilleure santé et une meilleure aptitude à la reproduction. Vous ne choisissez pas consciemment d'aimer les visages symétriques. Votre cerveau reptilien a codé cette préférence il y a des millions d'années. Passons à l'odeur. Vous pensez tomber amoureux de quelqu'un parce que sa personnalité vous fascine. Faux. L'odeur joue un rôle crucial. Les scientifiques ont découvert que nous sommes attirés par les personnes dont le système immunitaire est génétiquement différent du nôtre. Pourquoi ? Parce que les enfants issus de parents génétiquement diversifiés ont un système immunitaire plus fort. Votre nez détecte ces marqueurs chimiques, appelés phéromones. C'est de la génétique brute, déguisée en attraction romantique. Une femme, lors de ses jours fertiles, devient plus attirée par les traits symétriques, par les marqueurs de santé. Ses hormones fluctuent et changent littéralement ses préférences. Ce n'est pas un choix. Ce sont les cycles hormonaux qui décident pour elle. Après la menstruation, elle redevient attirée par les traits différents, plus nurturants. Où est le libre arbitre dans tout cela ? Où est la conscience amoureuse ? Parlons de la taille relative, du rapport taille-hanche chez les femmes. Vous pensez que c'est une construction culturelle ? Détrompez-vous. Même à travers les cultures les plus isolées, les hommes cherchent un rapport taille-hanche approximativement égal à 0,7. C'est optimal pour la fécondité. C'est un marqueur biologique de la capacité reproductive. La beauté n'existe pas. Il n'existe que des signaux de reproduction. Chez les hommes, la préférence pour les traits virils revient pendant l'ovulation féminine. Pendant le reste du cycle, les femmes cherchent davantage de traits féminins associés à la bonté et à la disponibilité émotionnelle. En d'autres termes, les femmes sélectionnent différents hommes selon leur cycle hormonal, et elles pensent sincèrement que c'est un choix conscient basé sur la personnalité. Ce n'est qu'un programme biologique se réactualisant. La science a découvert quelque chose de véritablement perturbateur. Dans les études où on montre des photos de visages à des sujets, les régions du cerveau activées ne sont pas celles du jugement conscient ou de la réflexion morale. Ce sont les régions associées à la récompense, au désir, à la satisfaction des besoins primaires. Quand vous voyez quelqu'un qui vous attire, votre cerveau répond comme s'il voyait de la nourriture ou de la drogue. Et voici l'ironie poignante. Plus une personne est séduisante, moins vous pensez clairement à son sujet. Les études montrent que l'attraction physique intense désactive littéralement les régions du cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable du jugement critique et de la réflexion rationnelle. Vous ne tombez pas amoureux de quelqu'un en utilisant votre intelligence. Vous la désactivez. Alors, comment se construit le mythe de la seconde moitié ? Comment avons-nous créé cette notion d'une seule personne parfaite, destinée à vous ? Cela vient d'une conjonction entre la biologie et la narration culturelle. Votre cerveau crée une obsession. Vous cherchez à donner du sens à cette obsession. La culture vous fournit un récit tout prêt. L'amour vrai, l'âme sœur, le destin. Platon a écrit Le Banquet, où il décrit les êtres humains originellement entiers, coupés en deux par les dieux,
condamnés à chercher leur moitié perdue. C'est une belle histoire. C'est complètement faux biologiquement. Mais psychologiquement, c'est magnifiquement utile. Cela donne du sens à la souffrance de chercher l'autre. Cela transforme l'addiction chimique en épopée romantique. Les religions ont renforcé ce mythe. Le mariage devient un sacrement, non pas pour des raisons biologiques, mais pour des raisons de contrôle social et économique. Dans les sociétés patriarcales, le mariage liait les femmes à la reproduction. Dans les sociétés monogames, il distribuait les ressources de manière ordonnée. L'amour est devenu une justification religieuse et morale pour une transaction économique. Et puis, vint le capitalisme romantique. Hollywood a pris ce mythe religieux et en a fait une industrie. Les films, les chansons, les romans d'amour nous conditionnent dès l'enfance à croire que quelque part existe une personne spéciale destinée à nous. Les studios gagnent des milliards en vendant ce mensonge, parce que c'est un mensonge profitable. Regardez les statistiques de divorce. En France, plus de 45% des mariages se terminent en divorce. Pourquoi tant d'amour échoue-t-il? Parce que vous avez construit vos attentes sur une fiction biologique. Vous aviez les yeux fermés par la phényléthylamine. Vous croyiez avoir trouvé votre moitié. Puis la chimie s'est transformée et vous avez découvert que vous aviez épousé un étranger. Mais attendez, il y a quelque chose de plus subversif encore dans notre analyse. Si l'amour n'est qu'une illusion biologique, alors pourquoi est-il si universel? Pourquoi chaque culture, chaque époque, chaque civilisation parle-t-elle d'amour? La réponse, c'est que le mythe serve une fonction. Il cache la réalité nue de la reproduction derrière un voile poétique. Il nous permet de perpétuer l'espèce sans affronter la vérité crue. Les anthropologues ont observé que dans les sociétés où l'amour romantique n'est pas valorisé culturellement, les gens forment des liens aussi forts qu'en Occident. Mais ils les appellent autrement. Ils parlent de responsabilité, de loyauté, de devoir familial. Exactement les mêmes molécules, exactement les mêmes neurochimies, simplement un langage différent. Le récit change. La biologie reste identique. Cela nous amène à une question philosophique profonde que les penseurs français ont explorée depuis des siècles. Sartre parlait d'authenticité, de la nécessité de créer soi-même son essence. Mais si votre amour est une fonction de votre chimie cérébrale, avez-vous une essence? Êtes-vous libre de choisir qui vous aimez? Ou êtes-vous une marionnette dansant au rythme de vos hormones? Voltaire, ce critique féroce de l'obscurantisme, aurait reconnu dans le mythe de l'amour la même stratégie que dans la religion. Transformer l'incompréhensible en sacré, rendre le naturel surnaturel, faire en sorte que les gens acceptent leur condition biologique en la décorant d'une poésie qui la rend supportable. Et ici surgit une vérité encore plus dérangeante. Si l'amour est biologie, alors peut-on parler de morale amoureuse? Un homme qui cherche une jeune femme suit ses instincts reproductifs programmés. Une femme qui cherche un homme financièrement stable suit le même impératif, assurer la survie de sa progéniture. Où commence la responsabilité morale et la culpabilité? Les études de neurosciences montrent que quand quelqu'un est amoureux, l'amygdale, la région du cerveau responsable de la peur et de la vigilance, devient moins active. En d'autres termes, l'amour rend les gens moins prudents, moins conscients des signaux d'alerte. Cela suggère que l'amour pourrait être conçu pour rendre les gens vulnérables à la trahison, au contrôle, à l'abus. N'est-ce pas étrange? Un mécanisme biologique qui nous rend plus stupides, plus aveugles,
plus vulnérables aux prédateurs émotionnels. Cela semble contraire à la sélection naturelle, à moins que la sélection naturelle ne valorise davantage la procréation que la sécurité individuelle, à moins que nous ne soyons tous sacrifiés sur l'autel de la perpétuation de l'espèce. Et parlons des relations abusives. Les femmes restent souvent avec des hommes qui les frappent, les rabaissent, les contrôlent. Pourquoi ? Parce que l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, crée un lien aussi fort avec les partenaires abusifs qu'avec les partenaires bienveillants. La neurochimie ne distingue pas l'amour sain de l'amour toxique. Elle crée simplement de la dépendance. Puis nous appelons cela de l'amour et nous le romantisons. Les cas d'enlèvement ont montré quelque chose de révélateur. Des femmes qui ont été enlevées et violées pendant des années ont développé une affection profonde pour leur ravisseur. Le syndrome de Stockholm n'est pas une pathologie. C'est simplement l'amour classique, déclenché par la proximité prolongée et l'intensité émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative. Cela suggère une conclusion choquante. L'amour est neurobiologiquement indistinguable de la dépendance au trauma. Le cerveau ne sait pas la différence entre une personne que vous aimez et une personne qui vous détient en captivité psychologique. Si l'amour était quelque chose de noble et de transcendant, comment cela serait-il possible ? Venons-en à la jalousie. Vous croyez être jaloux parce que vous aimez profondément quelqu'un. En réalité, la jalousie est un mécanisme de contrôle de la reproduction. Chez les hommes, elle est codée pour s'assurer que les enfants sont biologiquement les leurs. Chez les femmes, elle protège l'investissement maternel dans un partenaire fiable. La jalousie n'a rien à voir avec l'amour. C'est de l'instinct de possession. Et vous saviez que les hommes sont génétiquement programmés pour être plus jaloux de l'infidélité sexuelle, tandis que les femmes le sont davantage de l'infidélité émotionnelle. Ce n'est pas une différence culturelle, c'est une différence biologique. Parce que pour un homme, le risque est que le sperme d'un autre féconde sa femme. Pour une femme, le risque est que le partenaire investisse ses ressources ailleurs. Deux formes d'infidélité, deux menaces reproductives différentes, deux formes de jalousie, chacune exactement programmée par l'évolution. Et parlons des infidélités. 40% des hommes et 30% des femmes en France admettent avoir trompé leur partenaire. Pourquoi cette statistique ? Si l'amour est une union sacrée et volontaire, pourquoi tant de gens le transgressent-ils ? La réponse est que l'amour et la fidélité ne sont pas la même chose. L'amour est une attraction chimique. La fidélité est une promesse sociale. Ce sont deux systèmes neurologiques totalement différents. Vous pouvez aimer quelqu'un et être attiré par quelqu'un d'autre. Vous pouvez être lié émotionnellement à votre partenaire et être sexuellement attiré par un étranger. Le cerveau contient ces contradictions sans problème. Les primates, nos cousins génétiques les plus proches, ne pratiquent presque jamais la monogamie sexuelle. Les femelles copulent avec plusieurs mâles. Les mâles cherchent à copuler avec plusieurs femelles. Et pourtant, certains couples de primates nouent des liens d'attachement forts. Ils élèvent ensemble, mais ils ne sont pas sexuellement fidèles. Pourquoi serions-nous différents ? Parce que nous avons inventé la morale. La biologie ne connaît pas la fidélité. Et voici le paradoxe que les sociologues n'ont jamais vraiment résolu. Les sociétés qui valorisent le plus la monogamie et l'amour comme fondement du mariage ont les taux de divorce les plus élevés. Les sociétés où le mariage est une transaction économique ou familiale arrangée par les parents
ont des taux de divorce plus bas. Est-ce que cela suggère que l'amour romantique est un luxe instable? Que la raison froide produit des unions plus durables que la passion? Peut-être que les anciens avaient compris quelque chose. Quand les mariages étaient arrangés, quand l'amour n'était pas le fondement du lien conjugal, les gens formaient des partenariats pragmatiques. Puis, à mesure que l'intimité se construisait, l'attachement chimique se formait. Pas par un coup de foudre irraisonné, mais par la proximité prolongée et la dépendance mutuelle. C'était plus stable, moins poétique, mais plus durable. Les sociétés occidentales modernes ont inversé cela. Nous avons érigé l'amour passionnel comme fondement du mariage. Nous avons dit que vous ne deviez vous marier que si vous tombiez éperdument amoureux. Nous avons ignoré que cette passion chimique dure en moyenne entre 3 et 7 ans. Puis nous sommes choqués quand les gens divorcent une fois que la drogue s'est évaporée du système. Et voici ce que les magazines féminins et les films romantiques refusent de vous dire. L'amour passionnel est biologiquement incompatible avec une union durable. C'est un paradoxe de notre époque. Nous basons nos décisions de vie les plus importantes sur une émotion conçue biologiquement pour être transitoire. Camus aurait adoré cette absurdité. Nous construisons notre vie autour d'une force qui disparaît. Nous jurons des vœux éternels sous l'influence d'une drogue temporaire. Et puis, quand la drogue s'usure et que la réalité réapparaît, nous appelons cela une tragédie, alors qu'en vérité, c'est simplement la biologie qui suit son cours. Parlons maintenant de ce que les neuroscientifiques appellent la réduction de la perspective. Quand vous êtes amoureux, votre cerveau rétrécit littéralement votre vision du monde. Vous devenez obsédé par une seule personne. Vous perdez l'intérêt pour vos amis, votre famille, vos hobbies, votre carrière. C'est une manipulation neurochimique profonde. Les IRM montrent que les zones du cerveau responsables du jugement critique, de la pensée analytique et de la conscience de soi deviennent moins actives quand vous regardez une photo de quelqu'un que vous aimez. Pendant ce temps, les zones associées à la récompense s'illuminent comme un sapin de Noël. Votre cerveau vous rend littéralement plus bête pour vous forcer à rester concentré sur la reproduction. C'est une forme d'esclavage neurobiologique. Et nous l'avons poétisé en l'appelant amour. Imaginez si quelqu'un créait une drogue qui vous rendrait plus bête, plus obsédé, moins capable de prendre des décisions rationnelles. Ce serait considéré comme une arme neurologique. Mais parce que cela se produit naturellement et que cela sert la procréation, nous appelons cela une émotion noble et parlons de la sélection de partenaires en fonction des parents. Vous pensiez choisir librement votre partenaire, mais les études montrent que les gens cherchent souvent des partenaires qui ressemblent physiquement ou psychologiquement à leurs parents du sexe opposé. C'est appelé l'effet de préférence parentale. Pourquoi? Parce que nous sommes programmés pour chercher ce qui est familier. Ce qui est familier signifie que c'est génétiquement viable, que c'est une bonne combinaison génétique. Donc vous ne choisissez pas votre partenaire. Vous reproduisez les choix que vos parents ont faits. Vous êtes le produit des préférences reproductives de génération en génération. Et en parlant d'hérédité, considérez ceci. L'homosexualité pose un problème intéressant à la théorie que l'amour est purement biologique et orienté vers la reproduction. Comment un instinct reproductif peut-il programmer l'attraction pour le même sexe? Comment la sélection naturelle a-t-elle permis cela? Les biologistes ont proposé plusieurs théories. L'une d'elles est que l'homosexualité pourrait être un sous-produit de systèmes cérébraux conçus pour autre chose.
Une autre est que l'homosexualité pourrait avoir des avantages reproductifs indirects, comme aider à élever les enfants des parents de même sexe sans avoir des enfants à charge. Mais aucune de ces théories n'explique vraiment pourquoi l'amour homosexuel se ressent exactement comme l'amour hétérosexuel, et si l'amour n'était pas réellement programmé pour la reproduction, mais pour la formation de liens sociaux, et si l'orientation sexuelle était indépendante du mécanisme d'amour. Cela mettrait en pièces notre théorie que l'amour est une illusion biologique pour la reproduction, et pourtant, les données suggèrent que les couples homosexuels présentent exactement les mêmes modèles hormonaux, les mêmes pics d'ocytocine, les mêmes patterns d'attachement que les couples hétérosexuels. Si c'est la chimie du cerveau qui crée l'amour, alors l'amour homosexuel est tout aussi réel biochimiquement que l'amour hétérosexuel. Mais ici surgit une question troublante. Si l'amour n'est pas orienté vers la reproduction, dans les cas d'homosexualité, alors à quoi sert-il vraiment? Peut-être que notre théorie que l'amour existe pour la reproduction est incomplète. Peut-être que l'amour sert une fonction sociale plus large. La formation de couples, la création de loyauté tribale, la construction de structures sociales stables. Et si c'était le cas, alors l'amour n'est pas une illusion orientée vers la reproduction. C'est une stratégie d'amitié forcée. C'est un mécanisme pour attacher deux étrangers l'un à l'autre suffisamment longtemps pour qu'ils deviennent une unité sociale cohérente. Et si c'était cela, alors l'amour serait peut-être moins une illusion et plus un outil social. Mais attendez, cela rend les choses encore plus sombres. Si l'amour est un mécanisme pour créer une loyauté tribale forcée, alors c'est un outil de contrôle social. Vous êtes attaché à quelqu'un par la neurochimie. Vous ne pouvez pas facilement quitter. Vous êtes piégé, socialement, culturellement, biologiquement. Le mariage devient une institution de confinement. Et regardez comment les sociétés utilisent l'amour et le mariage pour contrôler les individus. Les femmes sont mariées pour les lier à un homme et à la reproduction. Les hommes sont mariés pour les lier à une femme et à la responsabilité financière. Les deux sont attachés l'un à l'autre par une drogue biologique dont ils ne peuvent pas s'échapper facilement. Chez les animaux, on observe que les partenaires de longue durée deviennent presque indistinguables l'un de l'autre. Ils synchronisent leur rythme cardiaque, leur schéma de sommeil, même leur cycle menstruel. C'est une forme de fusion identitaire. Vous devenez de moins en moins vous-même. Vous devenez une extension de votre partenaire. Et nous appelons cela de l'amour. Nous célébrons cette perte d'identité comme quelque chose de beau. Les gens disent « Nous sommes devenus une seule personne ». C'est une description poétique de l'annihilation du soi. C'est une mort lente de votre individualité, déguisée en intimité. Sartre aurait vu cela comme une trahison de la liberté fondamentale de l'homme. Pour Sartre, la liberté est définie par la capacité à choisir, à rester libre de définir soi-même. Mais l'amour, en synchronisant votre identité avec celle d'une autre personne, vous enlève précisément cette liberté. Vous devenez défini par votre relation. Vous n'êtes plus un être libre. Vous êtes une moitié d'un couple. Et si l'amour était essentiellement une forme d'esclavage volontaire, une prison que vous construisez autour de vous-même et que vous appelez foyer, une servitude que vous acceptez joyeusement parce que la biologie vous y oblige, et c'est ici que notre analyse bascule vers une vérité encore plus vertigineuse. Nous avons étudié les couples qui fonctionnent réellement, ceux qui durent, et découvert que leurs patterns ne ressemblent presque jamais
au mythe romantique que nous avons tous intériorisé. Les couples les plus stables ne sont pas ceux qui ressentent le plus d'amour passionnel. Ce sont ceux qui ont construit une structure de vie entrelacée si complexe qu'il est simplement plus facile de rester ensemble que de partir. Un enfant, une maison, des finances communes, une réputation sociale, une routine quotidienne. Chaque élément est une chaîne supplémentaire. Et quand vous avez assez de chaînes, vous cessez de compter combien il y en a. Vous les acceptez simplement comme la réalité de votre existence. C'est ce que les sociologues appellent l'amour de long terme. C'est en réalité un confinement consensuel. Et voici ce qu'il est véritablement choquant. Les études de satisfaction conjugale montrent que les couples qui se décrivent comme heureux ne rapportent pas plus de passion que les autres. Ils rapportent simplement une meilleure acceptation de la réalité ordinaire. Ils ont arrêté d'attendre que quelqu'un les rende heureux. Ils se sont résignés à une existence conjointe. Et paradoxalement, cette résignation crée une certaine paix. Camus appellerait cela l'acceptation de l'absurde. On ne peut pas fuir l'amour parce que c'est inscrit dans notre biologie. On ne peut pas le purifier en quelque chose de pur et transcendant parce qu'il est fondamentalement un instinct animal. Alors, on l'accepte tel qu'il est, mesquin, instable, construit sur des fondations chimiques temporaires, mais néanmoins inévitables. Et voici où cela devient vraiment intéressant pour notre analyse. Si l'amour n'est qu'une illusion biologique transitoire, comment expliquons-nous les cas où les gens restent ensemble pendant 50, 60, 70 ans? Comment expliquons-nous les veuves qui meurent de quelques jours après leur conjoint? Comment expliquons-nous les personnes qui disent sincèrement qu'elles aiment davantage leur partenaire après 30 ans que pendant leur lune de miel? La réponse est que nous confondons plusieurs phénomènes sous un seul mot, amour. Il y a la passion initiale, basée sur la phényléthylamine, et l'obsession. Il y a l'attachement profond, basé sur l'ocytocine et la vasopressine. Mais il y a aussi quelque chose de différent, quelque chose que nous appelons l'intimité ou la compréhension mutuelle. C'est peut-être la seule partie de l'amour qui n'est pas une illusion biologique. L'intimité profonde prend des années à se construire. C'est le résultat de milliers d'interactions, de moments partagés, de confidences échangées. Deux personnes qui se connaissent vraiment, qui ont vu chacun à leur pire, qui continuent d'être présentes l'une pour l'autre. Ce type d'amour n'est pas instinctif, il est construit intentionnellement, et voici ce qui est révélateur. Ce type d'amour n'a rien à voir avec l'attraction physique. Les hommes et les femmes qui sont mariés depuis 30 ans peuvent ne pas trouver leur partenaire physiquement attrayant, mais ils ont construit quelque chose de plus durable que la passion. Ils ont construit de la confiance, de l'habitude, une compréhension mutuelle. C'est un amour complètement différent de celui que vous ressentez les premiers mois. Donc peut-être que notre conclusion que l'amour est une illusion est incomplète. Peut-être qu'il existe deux types d'amour. L'amour initial, basé sur la biologie, et l'illusion, conçu pour initier une connexion. Et un amour ultérieur, basé sur la construction consciente et l'intimité, qui peut être durable. Mais attendez, cela soulève une question morale troublante. Si les couples qui durent le plus longtemps ne sont pas nécessairement ceux qui s'aiment le plus passionnément, mais simplement ceux qui sont les plus enchevêtrés dans des structures de vie communes, alors qu'est-ce qui distingue un bon mariage d'une bonne prison? Considérez deux scénarios. Dans le premier, un couple reste ensemble,
parce qu'ils sont profondément connectés, qu'ils choisissent chaque jour de rester ensemble, qu'ils se respectent mutuellement. Dans le deuxième scénario, un couple reste ensemble parce qu'ils ont des enfants, une hypothèque, une réputation sociale à défendre, et parce que la séparation serait trop coûteuse financièrement et émotionnellement. Comment pouvez-vous distinguer ces deux scénarios de l'extérieur? Les observateurs verront dans les deux cas un couple qui dure, mais dans le premier cas, c'est un choix continuel. Dans le deuxième, c'est une résignation doublée d'un confinement structurel. Et ici, nous arrivons à une conclusion que notre analyse révèle après avoir examiné les données de satisfaction conjugale, les taux de divorce, les études de longévité des couples. La majorité des mariages ne relèvent probablement ni de la première catégorie ni de la deuxième, de manière pure. Ils sont un mélange. Il y a des moments d'amour véritables. Il y a des moments de pure habitude. Il y a des moments de pur confinement psychologique. Le couple moyen fonctionne comme ceci. Les 2 premières années sont dominées par la passion chimique et l'illusion d'avoir trouvé son âme sœur. Les années 3 à 7 sont une décroissance progressive de cette passion, accompagnée d'une montée de l'attachement et de la réalité ordinaire. À partir de la 7e année, si le couple persiste, on entre dans une nouvelle phase. C'est l'habitude, l'acceptation, et pour certains, une forme d'intimité durable construite consciemment. Mais la plupart des couples ne survivent pas aux transitions de la 7e année. C'est quand la phényléthylamine s'est complètement évaporée et que l'ocytocine, seule, n'est pas suffisante pour compenser le manque de passion. C'est quand les gens se rendent compte qu'ils ont épousé quelqu'un qu'ils n'auraient pas choisi si la drogue initiale n'avait pas brouillé leur jugement. Et ici surgit une vérité sociologique importante. Les taux de divorce ne reflètent pas l'échec de l'amour. Ils reflètent le succès de la médecine et de l'économie. Quand les femmes ne pouvaient pas divorcer parce qu'elles n'avaient pas les moyens financiers de survivre seules, les couples restaient ensemble par défaut. Maintenant que les femmes peuvent travailler et sont légalement égales, les couples se séparent quand ils découvrent que l'amour passionnel initial n'était qu'une drogue chimique temporaire. En d'autres termes, les taux de divorce ne montent pas parce que l'amour meurt. Les taux de divorce montent parce que, pour la première fois dans l'histoire, les femmes ont le choix et qu'elles choisissent de quitter des relations qui ne sont pas satisfaisantes au-delà de la phase de passion initiale. Et c'est peut-être la découverte la plus importante de notre analyse. L'amour n'a jamais été conçu pour être la base d'une union durable. C'est une drogue de court terme conçue pour initier une connexion. Si les couples veulent créer quelque chose de durable, ils doivent construire consciemment une relation basée sur le respect, la compréhension, les valeurs partagées et l'engagement délibéré, plutôt que sur le sentiment passionnel qui disparaît inévitablement. Voltaire, critique féroce de tous les dogmes, aurait vu dans le mythe de l'amour romantique une forme d'obscurantisme moderne. On nous dit que nous devons baiser quelqu'un de manière obsessionnelle, que ce sentiment signifie que c'est la bonne personne, que nous devons fonder notre vie sur cette émotion. C'est une superstition, c'est un dogme, et comme tous les dogmes, il nous rend esclaves. Parlons maintenant de ce que notre analyse révèle sur les relations sans amour passionnel. Certaines des unions les plus durables et les plus satisfaisantes sont celles où les gens se marient pour des raisons rationnelles et où l'amour se construit progressivement par la proximité et l'engagement. Dans les cultures où les mariages arrangés persistent, nous voyons des phénomènes intéressants.
Les couples ne commencent pas leur mariage avec les attentes irréalistes des cultures occidentales. Ils commencent avec des attentes pragmatiques. Puis, au fil des années, alors qu'ils construisent une vie commune, une forme d'attachement se développe. Ce n'est pas la passion folle des premiers mois d'une relation occidentale. C'est plus calme, mais souvent plus stable. Et voici ce qui est révélateur. Les taux de satisfaction conjugale, à long terme dans les cultures de mariage arrangé, ne sont pas significativement plus bas que dans les cultures occidentales. Dans certains cas, ils sont plus élevés. Pourquoi ? Parce que l'absence d'attentes irréalistes basées sur la chimie du cerveau signifie qu'il y a moins de déception. On vous a menti depuis l'enfance. On vous a dit qu'une journée, quelqu'un viendrait et vous ferait sentir complètement heureux, que vous compléteriez l'autre, que vous vivriez dans la passion éternelle. Ce n'est pas comment fonctionne la neurobiologie humaine. Et quand la réalité ne correspond pas au mythe, vous êtes dévasté. Les gens qui commencent une relation avec la compréhension claire que le sentiment initial disparaîtra, que l'amour durable est quelque chose qui se construit, plutôt qu'une émotion qui arrive, sont paradoxalement mieux préparés à une relation saine et durable. Et maintenant, explorons ce qui se passe biochimiquement dans les couples vraiment heureux. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que dans les couples qui rapportent une satisfaction durable, il y a un équilibre instable entre 3 systèmes neurochimiques. D'abord, les résidus de dopamine, associés à la récompense. Ensuite, l'ocytocine, associée à l'attachement profond. Et finalement, quelque chose de plus énigmatique, un équilibre chimique qui crée de la sécurité sans de la passion accablante. Ce que cela signifie, c'est que les couples heureux ne sont pas ceux qui s'aiment le plus passionnément. Ce sont ceux qui ont trouvé un équilibre où suffisamment de dopamine circule pour maintenir un intérêt mutuel, où suffisamment d'ocytocine circule pour créer de l'attachement, mais pas au point que le jugement critique disparaisse. En d'autres termes, les couples les plus heureux sont ceux qui aiment leur partenaire correctement. Pas trop passionnément, ce qui serait aveuglant. Pas trop peu, ce qui serait détachement. Mais juste assez pour maintenir un intérêt mutuel dans une structure de vie conjointe. Et ici surgit une ironie que les philosophes français auraient trouvée savoureuse. L'amour idéal n'est ni passion aveugle ni raison froide. C'est un équilibre. Et cet équilibre est rare. C'est pourquoi la plupart des relations échouent. La chimie initiale est soit trop intense, soit insuffisante pour créer la base de quelque chose de durable. Parlons maintenant de ce que signifie vraiment le divorce psychologique. Même dans les couples qui restent ensemble légalement, beaucoup sont divorcés psychologiquement. Ils habitent le même espace, partagent les mêmes lits, élèvent les enfants ensemble, mais ils ne sont plus connectés émotionnellement. Ils sont des colocataires qui partagent aussi des relations sexuelles occasionnelles. Et voici ce qui est véritablement troublant. Pour beaucoup de ces couples, cet arrangement fonctionne. Il y a une forme de stabilité dans l'absence d'attente. L'homme sait que sa femme ne le quittera pas. La femme sait que son mari continuera à subvenir aux besoins de la famille. Il n'y a pas d'amour, mais il y a une certitude. Et pour certains, cette certitude vaut mieux que la volatilité de la passion. Les sociologues ont observé que les couples en divorce émotionnel rapportent souvent une satisfaction conjugale plus élevée que les couples qui sont séparés, mais qui ressentent encore des sentiments intenses l'un envers l'autre. En d'autres termes, l'indifférence crée plus de stabilité que l'amour. Ou du moins,
une certaine forme d'indifférence accompagnée d'engagement durable. C'est une conclusion que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Nous voulons croire que l'amour et la satisfaction conjugale vont de pair. Nous voulons croire que si vous aimez vraiment quelqu'un, vous serez heureux ensemble. Mais les données suggèrent quelque chose de différent. La satisfaction conjugale est plus fortement corrélée à la stabilité, à la prévisibilité et à l'alignement des attentes qu'à l'intensité de l'amour. Et parlons maintenant de ce que notre analyse révèle sur les gens qui cherchent constamment de nouvelles relations. Il y a une catégorie de personnes qui ne peuvent pas rester dans les relations au-delà de la phase de passion initiale. Elles quittent dès que la phényléthylamine s'épuise et que la réalité ordinaire du partenaire devient apparente. Ces personnes ne sont pas dysfonctionnelles. Elles ne sont pas incapables d'aimer. Elles sont simplement dépendantes de la phase d'amour initiale. Elles sont accros à la drogue et ne veulent pas du sevrage qui vient quand la chimie change. Alors, elles terminent les relations et trouvent de nouveaux partenaires pour recommencer le cycle. C'est une forme de toxicomanie émotionnelle. Et ici, nous voyons comment l'amour peut devenir une véritable dépendance addictive. Comme l'héroïne, il faut une augmentation pour maintenir le même haut. Les gens qui sont dépendants de la phase de passion initiale deviennent incapables de construire des relations durables, parce qu'aucune personne réelle ne peut maintenir ce niveau d'excitation neuronale indéfiniment. Et inversement, il y a des gens qui sont allergiques à la passion, qui se sentent mal à l'aise lors de la phase d'amour initiale, parce que la perte de contrôle cognitif les terrifie. Ces gens cherchent des relations plus froides et plus rationnelles. Et souvent, ils construisent les unions les plus durables et les plus satisfaisantes, précisément parce qu'ils ne sont pas aveuglés par la passion initiale. Maintenant, abordons ce que notre analyse révèle sur l'impact de l'amour sur votre santé mentale et physique. Vous avez probablement entendu dire que l'amour est bon pour vous, que les gens mariés vivent plus longtemps que les célibataires. C'est vrai, mais ce que les études montrent également, c'est que les gens dans les mauvaises relations vivent plus mal que les célibataires. En d'autres termes, l'amour n'est pas intrinsèquement sain. L'amour dans une bonne relation est sain. L'amour dans une mauvaise relation est toxique. Et ironiquement, les gens dans les mauvaises relations sont souvent les plus réticents à partir, précisément à cause de l'attachement chimique créé par l'ocytocine et le trauma bonding. Et voici une vérité que les psychologues connaissent depuis longtemps, mais que la culture romantique refuse d'admettre. La jalousie, la possessivité, la dépendance émotionnelle, l'incapacité à imaginer une vie sans l'autre, la perte d'identité individuelle, ce ne sont pas des signes d'amour profond, ce sont des signes de dépendance malsaine. Et pourtant, nous les romanticisons. Nous écrivons des chansons à ce sujet. Nous les célébrons dans les films. Un homme qui dit qu'il ne peut pas vivre sans sa femme n'est pas romantique. C'est un homme qui a perdu son autonomie psychologique. Une femme qui abandonne toutes ses amies et tous ses hobbies pour son partenaire n'est pas amoureuse. Elle est engluée dans une relation de codépendance. Et ces signes de codépendance se reflètent dans le cerveau par une surproduction d'ocytocine et une sous-activation des régions de l'identité de soi. Sartre aurait qualifié cela de mauvaise foi. Vous prétendez que vous aimez quelqu'un à ce point parce que vous ne voulez pas affronter la réalité que vous avez perdu le contrôle. Vous avez renoncé à votre liberté. Et pour justifier cette reddition, vous la transformez en quelque chose de noble et de transcendant. Et parlons de la manière dont la biologie de l'amour est exploitée. Les publicités, les films, la musique,
la littérature romantique, tout cela est conçu pour amplifier la phase d'amour initiale et masquer ce qui vient après. L'industrie du divertissement a un intérêt financier direct à maintenir les gens dans un état de rêverie romantique. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui est tombée amoureuse achète des choses. Elle achète des cadeaux, des fleurs, des restaurants, des bijoux, des vêtements. Elle consomme. Une personne dans une relation stable depuis 10 ans n'achète pas grand-chose. Elle consomme à un niveau basal. L'industrie a donc un intérêt à maintenir les gens dans un cycle permanent de relations passionnelles et instables. Et ici survient une conclusion que notre analyse révèle. Le capitalisme romantique prospère sur l'instabilité émotionnelle des gens. Il vous vend le rêve de l'amour parfait, puis il vous vend la thérapie pour guérir de ses échecs, puis il vous vend de nouveau le rêve avec quelqu'un d'autre. C'est un cycle intentionnellement conçu d'illusions, de déceptions et de réillusions. Les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui tombent amoureux le plus intensément. Ce sont ceux qui ont compris que l'amour intense et passionnel n'est pas un objectif à poursuivre. Ce sont ceux qui construisent délibérément des relations basées sur des valeurs partagées, le respect mutuel et l'engagement conscient. Et ici se pose la question éthique cruciale. Si l'amour passionnel est une drogue, si c'est une illusion biologique, si c'est souvent destructeur, devrions-nous l'encourager? Devrions-nous enseigner aux gens à chercher cette forme d'amour? Ou devrions-nous les enseigner à construire des unions plus rationnelles et plus durables? Différentes cultures ont répondu différemment à cette question. Les cultures occidentales modernes disent « Cherchez la passion, cherchez l'amour vrai, fondez votre mariage sur le sentiment intense. » Les résultats sont des taux de divorce élevés et beaucoup de gens blessés. Les cultures, avec des mariages arrangés, disent « Construisez progressivement votre relation, acceptez que l'amour se développe avec le temps. » Les résultats sont des taux de divorce plus bas et, pour beaucoup, une satisfaction comparable. Nous n'avons pas la réponse universelle à cette question. Mais notre analyse suggère que la foi occidentale, en l'amour romantique comme fondement du mariage, pourrait être un luxe instable, et que les gens qui cherchent une stabilité émotionnelle à long terme pourraient bénéficier d'une approche plus rationnelle et plus intentionnelle. Camus, face à l'absurde de l'existence, proposait l'acceptation et la révolte. On ne peut pas fuir la condition humaine, on ne peut que l'accepter et vivre pleinement dedans. Et c'est peut-être la même chose avec l'amour. On ne peut pas fuir cette forme d'attachement biologique. Elle est inscrite en nous. Mais nous pouvons être conscients de ce qu'elle est vraiment. Nous pouvons l'accepter sans nous bercer d'illusions. Et nous pouvons construire intentionnellement quelque chose qui va au-delà du cycle du désir et du déception. Et voici l'ironie finale de notre analyse. Plus les gens comprennent que l'amour est une illusion biologique, moins ils souffrent de ses échecs. Parce que si vous comprendre que la passion initiale est une drogue conçue pour durer seulement quelques années, vous ne serez pas dévasté quand elle disparaît. Vous pouvez la voir comme une phase, pas comme un verdict sur votre relation ou sur votre partenaire. Et les gens qui construisent intentionnellement une relation au-delà de cette phase initiale, en sachant exactement à quoi s'attendre, rapportent souvent une plus grande satisfaction à long terme que ceux qui sont restés sous le charme de la passion et qui sont maintenant confus et blessés par son absence. Donc peut-être que la véritable sagesse n'est pas de nier que l'amour existe. C'est de comprendre exactement ce qu'il est. Une illusion biologique utile,
conçu par l'évolution pour initier une connexion, mais temporaire, instable et souvent aveuglant, et puis de construire consciemment quelque chose qui dure au-delà de cette phase. Et voici le dernier élément que notre analyse révèle. Les gens qui aiment vraiment quelqu'un, au-delà de la phase passionnelle, ne disant pas « je ne peux pas vivre sans toi », ils disent quelque chose de plus banal et plus profondément honnête. « Je choisissais d'être avec toi. Si je devais partir, je pourrais survivre, mais je ne voudrais pas. » C'est différent. C'est l'amour basé sur le choix conscient, plutôt que sur la dépendance biologique. Et c'est peut-être la définition la plus honnête de ce que l'amour devrait être. Pas une illusion qui nous rend esclaves, pas une dépendance qui nous fait perdre notre identité, mais un choix répété, chaque jour, de rester avec quelqu'un. Un partenariat qui améliore les deux personnes, une union construite sur la connaissance mutuelle réelle et l'engagement conscient. Mais sommes-nous vraiment capables d'un tel amour? Ou sommes-nous trop prisonniers de notre biologie pour jamais nous élever au-delà de la phase passionnelle? C'est la question qui demeure après notre analyse. Et c'est peut-être la question la plus importante que chacun doit se poser quand il contemple une vie avec quelqu'un d'autre. Parce que voici ce que notre analyse révèle finalement. L'amour existe, mais pas de la manière que vous pensiez. L'amour passionnel existe en tant que drogue biologique conçue pour l'accouplement. L'amour d'attachement existe en tant que colle chimique qui vous maintient avec quelqu'un. Mais l'amour véritable, celui qui dure et qui enrichit, c'est celui que vous construisez consciemment. C'est celui que vous créez chaque jour par le choix de rester, malgré la réalité ordinaire de la personne, malgré la disparition de la passion, malgré les défis de la vie commune. Et cet amour-là n'est pas une illusion biologique, c'est une création humaine. Et c'est peut-être la chose la plus précieuse qu'un humain puisse créer.